Bonjour et bienvenue à vous tous. Merci d'avoir pris le temps de venir à cette nouvelle rencontre des presses de l'ENSIB qui, pour sa boîte à outils numéro 50, a décidé de marquer le coup. Catherine Jackson, qui dirige cette collection, a en effet eu la volonté de traiter de genre d'égalité en bibliothèque. Elle a confié la coordination du titre « Agir pour l'égalité, question de genre en bibliothèque » à Florence Salanou, qui nous fait l'honneur de venir de Prague, où elle est attachée livres et débats d'idées à l'Institut français. Bonjour Florence, et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour l'édition de ce titre, vous avez coordonné 18 contributeurs. Parmi elles, nous avons le plaisir d'accueillir Elisabeth Collin-Canto, responsable de la bibliothèque universitaire des Grands Moulins à Paris, Ambre Eladad, chargée d'accompagnement des collectivités au sein du centre Hubertine-Auclair à Saint-Ouen-sur-Seine, Anne-Marie Pavillard, membre de l'association Archives du féminisme, et Réjeanne Sénac, directrice de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Ensemble, vous allez évoquer les thèmes de genre et égalité, de féminisation du métier, de formation autour du genre, un projet du centre Hubertine-Auclair et de l'expérimentation BU d'Angers pro-féministe. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Florence, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Donc merci beaucoup, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Merci d'avoir bravé ce week-end de vacances qui s'annonce bientôt pour les vacances de Noël. Et donc je suis vraiment très heureuse d'être ici avec une partie des autrices qui ont contribué à cet ouvrage, à vous le présenter pour la première fois. Je remercie les organisateurs du Centre de documentation des métiers du livre d'avoir initié cette rencontre à la Bibliothèque Buffon en partenariat avec l'équipe de l'ENSIB qui a accompagné et soutient cet ouvrage. Cette rencontre se déclinera en 2 temps. Un premier temps dédié à la présentation de l'ouvrage à travers plusieurs axes choisis. Et le deuxième temps sera consacré à vos questions et à nos réponses à vos questions. Avant de commencer, si vous le voulez bien, en guise de préambule, il me faut rappeler 2 points pour expliquer pourquoi ce livre a été conçu. Le premier point, c'est que ce livre n'aurait pas pu voir le jour sans la rencontre avec Catherine Jackson, la directrice de la collection boîte à outils auprès de l'ENSIB, dans ce même lieu, à la bibliothèque Buffon, en juin 2018. Nous nous étions rencontrés à l'occasion de la présentation de l'ouvrage des bibliothèques gay-friendly auprès de l'ENSIB, et Catherine Jackson, comme l'a dit Marie-Caroline, réfléchissait à une thématique essentielle pour le 50e numéro de la collection boîte à outils. Et comme je travaille sur les questions de genre en bibliothèque, en tout cas je m'y intéresse fortement, elle m'avait demandé de coordonner cet ouvrage-là, et évidemment j'avais répondu que ça m'intéressait beaucoup. Donc comme je vous disais, cette thématique m'intéresse fortement, et je crois que j'en parle un petit peu dans l'avant-propos, de façon assez personnelle. D'ailleurs c'est très difficile de pouvoir le réexpliquer d'une façon ou d'une autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'avant-propos assez personnel que j'ai rédigé dans l'ouvrage. Longtemps, je n'ai pas su voir les évidences. Je pensais que la question du genre ne se posait pas en bibliothèque. Mon œil s'y perdait. Je ne voyais pas grand-chose. Plusieurs choses me retenaient. Tout d'abord, le milieu était ultra féminisé, le public aussi. Les bibliothèques étaient représentées comme un monde de femmes. Ce constat aggravait ma cécité.
Pourtant, j'étais déjà sensibilisée à la question féministe, puisque je suivais à l'école des hautes études en sciences sociales la création de l'association Effigie, dédiée aux jeunes chercheurs en études féministes, et je me passionnais alors, dans un mémoire, sur la question de la spiritualité féminine. C'était en 2006. Deuxièmement, je ne comprenais pas bien ce que le mot genre voulait dire vraiment. J'oubliais assez rapidement cette question en entrant à l'ENSIB pour suivre la formation d'élève conservatrice. Même si, je dois l'avouer aujourd'hui, j'étais plutôt étonnée de voir combien les postes en bibliothèque étaient occupés par des hommes, les responsabilités s'accroissant. Et puis, en entrant dans le vif du métier, la question s'est reposée à moi et m'a interpellée personnellement. Jeune conservatrice, j'ai souvent été prise pour une stagiaire. J'ai pu observer que pour le public des bibliothèques, et pour la majorité de la population peut-être, lorsque deux personnes sont positionnées côte à côte, une jeune femme et un homme d'un certain âge ne peuvent être respectivement que l'assistante et son chef. Pour l'accès aux promotions, j'ai cru comprendre que le critère du 100% équivalent temps plein, comme condition sine qua non à la proposition au grade supérieur, était sans cesse évoqué, laissant de côté les mères de famille, travaillant à 80%. Dans le cadre d'un recrutement, j'ai entendu dire que nous avons assez de femmes, il faut des hommes. Ou bien, pour expliquer le recrutement masculin, je cite, moi, la discrimination positive, je la fais à l'envers. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi, je ne le comprends toujours pas, alors qu'il y a une possibilité de féminiser les noms de la profession, conservateur, conservatrice par exemple, que ce choix ne s'effectue pas de façon plus générale. La liste est longue et plus ou moins avouable. Si je l'écris dans ce volume, c'est que je réalise que ce que j'avais pris pour longtemps comme des anecdotes ne l'était pas. D'où mon interrogation, devais-je en faire part ? Doit-on en faire part ? Et puis je suis tombée sur ce texte de Virginia Woolf, intitulé « Profession féminine », où elle affirme, je cite, « Et en fait, si je me suis attardée sur les expériences professionnelles, c'est parce que je suis convaincue qu'elles sont aussi les vôtres, quoique de manière différente. Et si les expériences professionnelles que j'avais vécues n'étaient pas que les miennes, mais aussi les vôtres. Et si ces anecdotes étaient la preuve que les inégalités persistent au jour le jour, et si nous devions les analyser plutôt comme des révélateurs de schémas de pensée, des stéréotypes ancrés, il m'est arrivé de féminiser les inégalités et de les laisser sans réponse. Et je crois que c'est une des questions que j'ai essayé d'aborder à travers donc, les contributions de l'ensemble des autrices dans cet ouvrage. Donc cette double question qui guide cet ouvrage, c'est comment le genre modifie et transforme notre regard sur la profession tout entière, et dans tous ses aspects, dans la façon de concevoir le métier, de concevoir les collections et les services et les actions à destination des publics. D'autre part, l'autre question, c'est comment agir concrètement pour justement ne pas reproduire et même déconstruire les schémas qui perdurent encore et qui restent profondément ancrés. Donc l'ouvrage que nous avons conçu est surtout pensé pour être très pratique. Il fait partie de la collection Boîte à outils et est destiné aux professionnels de bibliothèque et de la documentation. Et il s'articule en trois parties, en trois focales. Donc la première partie porte sur les professionnels de bibliothèque, parce que la question du genre agit sur la façon dont les professionnels pensent et conçoivent le métier de bibliothécaire. Et on y met en lumière la question de l'engagement personnel et le très subtil jeu d'équilibriste avec la notion d'égalité et de neutralité, La deuxième porte sur les collections à destination de toutes et tous. Un focus est présenté sur les biais qui imprègnent les classifications des bibliothèques. Et nous évoquons également des institutions qui contribuent à visibiliser les femmes, les collections LGBT et qui participent de la recherche sur le genre. La bibliothèque Marguerite Durand, le Centre des archives du féminisme d'Angers ou encore une bibliothèque LGBT qui est gérée par une association à la Bibliothèque publique d'Amsterdam. La troisième partie, c'est la dernière partie, ouvre le champ aux actions pour toutes et pour tous, et nous sortons du champ strict des bibliothèques, à travers les collaborations des bibliothèques avec leur tutelle à l'université, dans les collectivités locales, en lien avec les bibliothèques, les associations LGBT. Et nous évoquons également dans le livre des projets qui visent à rééquilibrer la place des femmes sur Internet et notamment sur Wikipédia à travers le projet ArchiWiki Matrimoine. L'ouvrage, donc là je vous décris un petit peu l'ensemble de l'ouvrage que vous avez ici, donc je vous le présente directement. Oups, là, c'est ici, je suis ici. Donc l'ouvrage également a un memento qui est très visuel, qu'on a voulu
rendre accessible à toutes et à tous. Et nous avons également donc une bibliographie, des pistes de bibliographie, et nous avons essayé aussi de faire un glossaire. Mais voilà, un petit peu pour l'ensemble de l'ouvrage. Donc, je voulais juste vous faire un état des lieux assez global sur l'ouvrage, mais c'est surtout aujourd'hui, puisque si j'ai bien compris, c'est à la fois une présentation du livre, mais également une formation. Donc, pour parler de certains aspects du livre, donc nous avons la chance d'avoir Régène Sénac, Marianne Pavillard, André Ladade, Elisabeth Collin-Canto, qu'a présenté Marie-Caroline, et que je remercie toutes infiniment d'avoir accepté de participer et d'intervenir pour cette table ronde. Ma première question sera personnelle à chacune d'entre vous. Pourriez-vous nous dire d'où vient votre intérêt pour la question du genre et pour le féminisme, et votre premier souvenir, votre première anecdote en lien avec cette question? Qui souhaite commencer en premier? Je vois Ambre en premier. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. C'est une question hyper intéressante. Ce ne serait pas mon premier souvenir parce que je me souviens qu'au lycée, j'avais déjà travaillé sur cette question des stéréotypes sexistes dans la pub, c'était dans les années 2000. Donc je savais déjà ce qu'était le féminisme, mais la vraie révolution pour moi, c'est la découverte de philosophes féministes durant mes études de philo. Plus particulièrement en 2007, les premiers cours avec Elsa Dorlin à Paris 1. Et ça a été une révolution parce que jusqu'ici, j'étais un sujet pensant sans genre, et voilà, cette question ne se posait pas, donc neutre. Et voilà, la découverte de la des philosophes féministes, à la fois françaises, je pense à Michel Ledoff avec son ouvrage magnifique Le sexe du savoir, mais aussi des philosophes américaines, Donna Haraway, Judith Butler. Voilà, c'est d'avoir un autre regard sur plein d'objets qui étaient aussi considérés comme pas nobles en pensée, et du coup j'ai fait mon mémoire sur la grossesse. Alors évidemment, en retour, ça a aussi entraîné pas mal de mépris académique. Voilà, que c'était pas vraiment des objets de philosophe, mais voilà, pour moi ça a vraiment changé ma façon de penser. Et puis après, c'est la découverte des mouvements féministes, et puis aujourd'hui, je suis plutôt dans les politiques publiques, donc aussi leur traduction dans les politiques publiques, mais en tout cas, ça m'a jamais... ça m'a toujours suivi. Voilà. Merci. Anne-Marie, je vais faire un... Comme vous pouvez le deviner, moi je suis retraitée depuis plusieurs années même. En fait, le genre, je dois dire, je l'ai découvert quand il a commencé à avoir des ouvrages, des études là-dessus. Par contre, ce que j'ai connu il y a très longtemps, c'est le féminisme. Même si je ne fais pas partie de celles qu'on appelle les féministes historiques, c'est-à-dire celles qui ont déposé la gerbe là, le 27 août 1970, ni des toutes premières manifestations pour le droit à l'avortement en 1971, pour la bonne raison que j'habitais à l'époque à Tarbes. Une ville comme ça, le mouvement féministe est arrivé avec le MLAC en 1973, mais donc un peu en retard. Mais donc après, quand je suis arrivée dans la bibliothèque, mon premier poste a été à la bibliothèque du Musée de l'Homme. Et là, tout de suite, j'ai rejoint, même si je connaissais personne à l'époque, mais j'ai rejoint les manifestations et toutes les initiatives féministes. Et donc, j'ai continué depuis toujours. Mais en même temps, je dois dire, j'ai toujours été une militante syndicale, syndicaliste, je ne sais jamais comment il faut dire, et j'ai toujours essayé de faire le lien entre les deux. Et mon premier article sur la question du métier de bibliothécaire, c'est justement, ça date de 81, dans un bulletin syndical, la tendance école émancipée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était à l'occasion d'un spécial femme pour le bulletin du 8 mars, qui paraissait aux alentours du 8 mars, et j'avais fait un article sur les femmes dans
de bibliothèque, parce que cette question me semblait importante. Et après, je viens de le redire tout à l'heure, je ne me souviens même plus, j'avais essayé de créer une commission femmes dans mon syndicat des bibliothèques. Et juste pour terminer, comme je travaillais au musée de l'Homme à l'époque, je me souviens que dans une réunion syndicale, j'avais proposé de lancer une réflexion sur changer le nom de ce musée, de l'Homme. C'est un peu frustrant. Et j'avoue que je n'ai eu aucun succès. Et que je n'ai pas prolongé parce que personne n'a semblé intéressé par ma proposition. Bon, heureusement, de ce côté-là, ça n'a pas évolué, ça s'appelle toujours Musée de l'Homme, mais quand même, il y a des choses qui ont avancé. Et puis après, j'ai découvert les études sur le genre quand il a commencé à en avoir un peu partout. Et oui, dernier point, après j'ai travaillé à la bibliothèque qui s'appelait BDIC, maintenant c'est la Contemporaine à Nanterre, bibliothèque spécialisée en histoire contemporaine. Et quand Christine Barr a lancé un appel pour créer l'association Archives du féminisme, elle a contacté la BDIC parce qu'elle était venue y travailler, il y avait un fonds sur une féministe de la première vague, Gabrielle Duchesne. Donc elle a écrit à la BDIC en disant je pense constituer une association Archives du féminisme pour encourager et sauver les archives. Et du coup, la collègue qui était responsable des archives dans cette bibliothèque, me connaissant, me dit Anne-Marie, est-ce que ça t'intéresse? Donc j'ai dit tout de suite oui. Et j'ai participé donc pendant 10 ans à Archives du féminisme comme représentante de la BDIC et m'occuper des archives, mettre l'accent sur les archives féministes qui sont conservées dans cette bibliothèque. Et puis depuis, à titre individuel, je continue à y participer et on pourra en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Elisabeth. Alors bonjour, alors moi je suis moins une spécialiste, je suis plus une... Pour moi le féminisme c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma chair, en tant que femme, mère, fille, sœur. J'ai toujours été profondément sensible aux situations inégalitaires depuis toute petite, mais c'était une sorte de quelque chose que j'avais en toile de fond. Donc j'avais une vigilance aiguë sur ces questions-là. Et puis, plus les années passent, plus j'ai lu beaucoup, j'ai rencontré pas mal d'amis. Alors, j'ai milité dans une association de cyclistes bibliothécaires qui s'appelle Cyclobiblio, et là, j'ai rencontré pas mal de féministes qui m'ont vraiment ouverte à ces questions-là. Donc voilà, je suis passée, je pense, du côté du militantisme à ce moment-là. Et voilà, donc ça, je leur reconnais beaucoup Enfin voilà, elles m'ont ouverte, vraiment, c'était quelque chose que je chantais, mais voilà, c'était pas tout à fait encore mûr. Et alors, mon souvenir, j'ai plein de souvenirs, du coup, j'y pensais ce matin, c'est une question super intéressante. Je me disais, mais toute petite, enfin voilà, j'avais plein de choses. Mais j'avais envie de revenir sur un truc qui m'avait marqué plutôt dans ma carrière de bibliothécaire. Et c'est exactement ce dont Florence parlait tout à l'heure, ces histoires de liste d'aptitudes. J'ai un souvenir quand j'avais, alors je ne sais plus quel âge, 33, 34 ans. J'étais maman de 3 enfants et une toute petite fille, donc j'étais à temps partiel, à 50%. Et ma responsable de bibliothèque vient me voir et me dit « Elisabeth, comme tu es à temps partiel, je ne te propose pas sur liste d'aptitudes. » Et là, je me suis dit... Alors, j'ai rien dit, parce qu'au début, je disais rien. Enfin, maintenant, je dis plus. Mais j'ai rien dit, mais alors ça m'est resté là, quoi. J'ai dit « Mais c'est pas possible, quoi. » C'est-à-dire que ma valeur professionnelle, elle dépend de mon statut de femme, quoi, enfin, de mère, enfin, Et donc ça m'a filé une espèce d'électrochoc. Résultat, j'ai passé le concours, je l'ai eu. Voilà, comme ça, c'était réglé, je l'avais... Mais bon, quand même, ça m'a quelque part, ça m'a vraiment... ça m'a marqué. Et du coup, maintenant, en étant responsable d'une grande bibliothèque, je pense que je serai toujours attentive à ce genre de questions. Et voilà, c'est quelque chose qui restera en moi. Voilà. Et Réjeanne. Alors, juste, je pense qu'en fait, ce qu'on vit et ce qu'on dit toutes et tous, c'est qu'on a été élevés dans le mythe de la neutralité républicaine, de la neutralité des droits de l'homme, du musée de l'homme, enfin voilà, cette idée qu'on était dans un pays magnifique, on a eu la chance de naître dans le plus beau pays du monde, qui portait l'égalité et les droits de l'homme. Donc on a toutes et tous été dans ce mythe-là, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre rapport aux écrits, aux philosophes. Et bien sûr qu'on avait des petits pics de rappel,
quand le prof de philo disait enfin, c'est pas quand même un hasard s'il n'y a que Hannah Arendt qui est parmi les philosophes, je fais philo moi aussi, hein, je dis ça, je dis rien. Ou le petit prêtre de mon village de montagne, moi dans les Pyrénées, où c'était le seul endroit où il y avait un peu de culture parce qu'on parlait un peu philo, j'étais petite, hein. Et puis il y avait des espèces d'angelots, des tableaux, tout ça, donc j'y allais, il n'y avait pas de bibliothèque dans mon village, hein, donc j'allais là-bas, donc il y avait un prêtre, un soutard, enfin en habit. Lui, il portait la robe, il n'y a pas de souci. Et il y avait des bonnes sœurs qui le servaient, mais qui n'avaient pas le droit de faire la transsubstantiation, parce qu'on n'est pas assez pures, les femmes, pour transformer le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Hein. Voilà, c'est ça quand même le sujet. De la même manière qu'on n'est pas assez pure pour transformer la somme des intérêts particuliers en intérêt général en politique. Hein. C'est pareil. Donc, petite, je comprenais qu'il y avait des trucs bizarres. Et le prêtre, un jour, parce qu'il y avait peu de gamins, j'étais la seule à venir tout seule à l'église, qui me dit c'est dommage que tu sois une fille quand même, sinon tu aurais été mon enfant de cœur. Donc ce jour-là, je me suis dit, il y a un truc là, on me dit qu'il y a l'égalité, mais il doit y avoir quand même un truc. Et puis, j'étais très intéressée par toutes les questions de conciliation ou de tension entre le fait d'assigner à des différences et ce fameux principe d'égalité. Donc j'ai d'abord trouvé ça étrange que Platon dise qu'il avait inspiré les régimes totalitaires, fascistes et nazis, enfin Popper, Russell au XXe siècle, parce que moi, quand j'avais lu les dialogues de Platon, je m'étais dit « Waouh, il considère que les femmes peuvent devenir des gardiennes et des guerrières ?» Pas mal quand même, parce que moi, on me dit que je ne peux pas être enfant de cœur, donc il y a peut-être un truc. Et pourtant, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ, donc la pente naturelle vers le progrès, ça n'a pas l'air hyper cohérent. Donc voilà, et puis après, quand j'ai lu qu'on l'accusait d'avoir inspiré, je me suis dit un truc bizarre. Et puis après, j'ai travaillé sur donc des choses très théoriques qui avaient l'air d'avoir rien à voir. Parce que moi, j'avais pas eu de cours, j'avais pas de cours autour de ça, puisqu'il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de sujet à l'époque. Donc je travaillais sur Condorcet, comment Condorcet aurait pu faire les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, enfin, des trucs comme ça, c'est drôle. Et puis après, j'ai fait un terrain très concret. Quand j'étais à Sciences Po, je suis allée interviewer des femmes en situation de précarité, sur leur histoire de vie sexuelle, de leur première relation sexuelle jusqu'à leur dernière relation sexuelle, dans le cadre d'une campagne pour la lutte contre le sida. Et là, bien sûr, dans les premières relations sexuelles, 1 sur 2 était associée à une violence, à un viol, en particulier des incestes. Et je me suis dit, là, peut-être que ce qui fait différence un peu inaugurale et qui porte vraiment des inégalités ancrées dans la société, c'était les différences femmes-hommes, même si, bien sûr, qu'on ne peut jamais penser ces types d'assignation en dehors de toutes les autres formes d'inégalité. Et donc là, je suis rentrée dans ces enjeux-là, je les ai pris de front, et on va en parler, mais on parle souvent des lunettes de genre. C'est pas des lunettes, parce que les lunettes, on peut les enlever. Hein, c'est des lentilles, mais des lentilles qu'on ne peut plus enlever. Ce qui est des fois assez inconfortable d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien trouver que c'est super, l'égalité ça existe, voilà, on est tous jugés de la même manière, quelle que soit notre couleur de peau, notre sexe, notre apparence physique, notre religion réelle ou supposée. En fait, c'est pas ça la France. Malheureusement, et en plus, vu le contexte dans lequel on vit, aujourd'hui, on s'en rend compte encore plus. Donc, pour moi, c'est éminemment politique. Nos histoires privées, elles sont politiques. Être féministe, c'est penser et assumer que le privé est politique. Donc je pense qu'on va parler de tout ça, mais sur les usages des termes, et les bibliothécaires, je pense, sont très, très sensibles à ça. Le genre, c'est un terme assez récent, en tout cas dans la manière dont il a été réapproprié en France. C'est un terme qui peut faire peur, c'est une novlangue des fois, c'est-à-dire que ça évite de parler de ce qui fâche, c'est-à-dire les inégalités, les rapports de domination. Et c'est aussi un terme qui est polémique, parce que celles et ceux qui ne veulent pas qu'on voit, qui ne veulent pas qu'on mette les lentilles, qui veulent qu'on reste dans le mythe de la neutralité, ils comprennent quand même qu'une fois qu'on a mis ces lentilles, c'est plus compliqué de faire perdurer les systèmes de domination. Donc il y a un enjeu politique frontal, fondamental. Merci beaucoup. Donc oui, Réjeanne a bien compris le sens de la question, que la question personnelle est éminemment politique. C'est tout l'enjeu en fait de ce livre, où on voit que, en tout cas, parmi les contributions qui ont été faites, la plupart des contributeurs et des contributrices ont vraiment fait part de leur expérience personnelle, et ça a une dimension véritablement politique. Alors je continue avec Réjeanne, puisque tu es politiste et tu as publié notamment L'égalité sans condition, osons-nous imaginer être semblables aux éditions Rue de l'Échiquier en 2019.
et tu dresses dans l'ouvrage une définition très, très complexe et très complète des usages contemporains du genre. Donc, tu en as un petit peu parlé de la question du genre, de la définition. Il y a une question que j'aimerais te poser, parce que nous avons dans le titre « Agir pour l'égalité et question de genre en bibliothèque ». Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux, l'égalité femmes-hommes et le genre? Qu'est-ce qui est le plus consensuel? C'est l'égalité femmes-hommes, c'est le genre? La réponse est assez simple, c'est l'égalité femmes-hommes, qui est la grande cause nationale en France depuis 2017. Et on voit bien qu'il y a une forme, moi je prends souvent une métaphore psychanalytique pour dire en fait notre surmoi républicain, c'est de dire qu'on est pour l'égalité, hein, c'est d'ailleurs central dans notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité. Mais bon, c'est de la même manière que musée de l'homme, droit de l'homme, ça veut dire ben, les hommes en France, c'est pas neutre, hein, ce terme-là, de la même manière, le qui du politique en France, c'est les frères, hein, c'est la fraternité. Et ça dit tout qu'on n'ait pas encore modifié ce qui du politique. Je dis à mes étudiants, bah, si c'était liberté, égalité, sororité, je pense qu'il n'y en a pas un dans la salle qui ne comprendrait pas que ça exclut celles et ceux qui ne sont pas reconnus comme des sœurs. Or, la fraternité, on nous dit, bah, et Raphaël Enthoven, il est hilarant là-dessus, le philosophe, voilà, il dit la fraternité a toujours été universelle, et non, ni philosophiquement, ni historiquement, ni juridiquement. Les femmes ont été exclues du droit de vote, d'éligibilité, du droit de contracter librement, enfin voilà, et de manière récente, c'est à la deuxième moitié du XXe siècle que nous avons atteint l'égalité de droit. Donc, regarder la réalité en face, c'est regarder cette réalité-là. Donc on est dans ce mythe de surmoi, qu'on est tous pour l'égalité, et en particulier tous pour l'égalité femmes-hommes, et qu'on en fait la grande cause nationale. Dans le même moment, on a peur du genre. Et ça veut dire quoi, on a peur du genre? On a peur de cette catégorie utile, comme le dit l'historienne John Scott, qui explicite le fait qu'il y a une construction sociale autour d'une binarité entre ce qui est associé au féminin et ce qui est associé au masculin. Donc, parler de genre, c'est dire que c'est du construit social, que c'est relationnel, c'est-à-dire que ce qui est associé au féminin n'a de sens qu'en complémentarité avec ce qui est associé au masculin, mais que c'est hiérarchisé, comme le disait l'anthropologue Françoise Héritier, il y a une valence différentielle de sexe, c'est-à-dire que ce qui est associé au féminin pèse moins socialement et politiquement que ceux qui est associé au masculin. Donc il y a une valorisation des qualités dites masculines par rapport aux qualités dites féminines. Donc c'est à la fois assez complémentaire dans une hiérarchie, et que ces assignations-là, elles sont associées à d'autres identifications qui elles aussi sont hiérarchisantes. C'est-à-dire que le fait d'être associé à telle religion, à telle couleur de peau, c'est pas neutre en termes de reconnaissance et de hiérarchie. Donc, être contre les travaux, parce qu'on parle d'études de genre, c'est-à-dire les travaux qui justement dénaturalisent ces assignations, disent que c'est pas parce qu'on est associé au féminin qu'on a plus de qualités liées maternantes, hein, c'est-à-dire on est plus en care, on est plus à l'écoute, voilà, ou que parce qu'on est un homme, on aura plus un rapport à l'autorité naturelle, voilà. Ça, c'est pas naturel, c'est du construit social. Dire ça, dire que c'est injuste, hein, puisque donc c'est pas fondé naturellement, et que c'est une construction sociale qui en fait construit une inégalité. Donc, considérer qu'on est pour l'égalité femmes-hommes, mais qu'on est contre cette déconstruction-là, en réalité, c'est une contradiction. Sauf que on va avoir toute une construction qui va dire « Ah non, c'est une idéologie dangereuse, qui remet en cause l'ordre naturel et l'ordre social et politique. » Mais alors, dites que vous n'êtes pas pour l'égalité femmes-hommes. Je veux dire, soyons cohérents. Donc c'est là où il y a un jeu qui est un jeu intéressant. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait toute une croisade, et on voit qu'il y a d'autres croisades aujourd'hui autour du wokisme, de la cancel culture. Alors, et dans les années 2010, autour ensuite de l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes du même sexe, mais aussi de la rénovation de l'école, puisque l'éducation des enfants est centrale
pour continuer à faire perdurer cette construction sociale-là, ou pas. On est plutôt dans continuer à la faire perdurer. Donc il y a eu toute une croisade sur la dite théorie du genre, qui était une croisade à la fois contre les travaux scientifiques qui déconstruisent cette structure-là, comme inégalitaire et contradictoire avec ce qu'on est censé proclamer et auquel on est censé adhérer, l'égalité femmes-hommes, et contre les politiques publiques, les lois qui déconstruisent ça, en ouvrant le mariage civil aux couples de personnes du même sexe, en disant bah, c'est une discrimination en lien avec l'orientation sexuelle, et la rénovation de l'école qui avait pour but d'amener, de socialiser les enfants, de participer à une socialisation des enfants qui ne soit plus sexiste, tout simplement. C'est-à-dire dire aux enfants, quel que soit leur sexe, oui, vous pouvez vous projeter dans n'importe quel métier, et ça c'était caricaturé comme on va transformer les garçons en filles, les filles en garçons. Non, on va transformer les enfants en individus qui ont le droit, la capacité de se projeter comme des individus égaux, quel que soit leur sexe. Donc, et ça fait un problème. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas pour l'égalité femmes-hommes. Donc, par exemple, ce qui a déclenché, enfin ce qui est censé avoir déclenché, c'était une circulaire pour, je vais quand même vous lire ce qui a été écrit, du 30 septembre 2010 sur les nouveaux programmes de sciences et vie de la Terre en classe de première. Ce qui fait polémique dans cette circulaire, donc je pense que c'est important quand même de relire pour voir si on peut à la fois dire qu'on est pour l'égalité femmes-hommes et contre ce type de circulaire. Enfin, dépassionnons les débats, arrêtons les fantasmes et voyons contre quoi ils se battent. Ce qui était dit, c'est si l'identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique, l'orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée. Ça a été à l'origine d'une interpellation par à la fois une partie des associations catholiques, l'Association Famille de France, 80 députés de droite, qui a interpellé le ministre de l'époque, Luc Châtel, de l'Éducation nationale, pour demander le retrait des manuels scolaires. Ensuite, il y a eu 113 sénateurs de droite et du centre qui ont envoyé une lettre pour protester contre l'enseignement de la dite théorie du genre. Et puis en 2012, il y a eu un dépôt de 42 députés de l'UMP, alors dans l'opposition gouvernementale, tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'introduction de la diffusion de la théorie du gender. C'est plus méchant quand c'est en anglais, en France, parce que du coup ça remet en cause la République française par les méchants américains qui sont des communautaristes. Bon. Donc, il est dit, la théorie du gender est définie comme un système de pensée et d'organisation globale de la société, refusant en général ce qui est donné par nature. Et dénoncée comme un cheval de Troie idéologique, on en parle aujourd'hui aussi du cheval de Troie des woke, mettant en danger le contrat social par la promotion de la différenciation des sexes. Alors là où ils ont raison, c'est que bien sûr que ça met en danger le contrat social tel qu'il a été pensé. Le contrat social tel qu'il a été pensé, c'est pas pour rien que Jean-Jacques Rousseau il a publié la même année le contrat social et les mines de l'éducation, puisqu'il faut éduquer les individus pour qu'ils deviennent des sujets de droit, des sujets contractants. Et qu'est-ce qu'il nous explique dans son contrat social, dans les mines de l'éducation? Que les femmes ne pourront jamais être des sujets actifs contractants, puisqu'il n'y a nulle parité entre les deux sexes quant aux conséquences du sexe. La femme est femelle en tout instant, ou du moins toute sa jeunesse. Le mâle n'est mâle qu'en quelques moments, quand il y a une femelle dans un périmètre serré. Ça c'est de moi, le reste c'est de Rousseau. Donc, que le contrat social tel qu'il a été pensé a été un contrat qui a été pensé pour couper la tête du roi, du père, dans la sphère publique, hein, parce que dans la sphère privée on garde le père, dans la sphère publique, et pour faire advenir des frères. Et que si on veut vraiment l'égalité dans la sphère privée et dans la sphère publique, il faut couper la tête non seulement du roi, mais aussi du père et des frères. Alors, on va peut-être pas leur couper la tête, on va juste essayer de faire quelque chose de pacifique et d'égalitaire. C'est pas l'air d'être aussi évident que ça, pour le pacifique et pour l'égalitaire. Donc, remettre en cause ce contrat social-là, c'est dire qu'on veut que tous les individus soient considérés à égalité. C'est intéressant que leur argumentation, ça soit une argumentation naturaliste. C'est par dire, ben, l'ordre naturel, il est que les femmes et les hommes, ils n'ont pas les mêmes missions, ils n'ont pas les mêmes vocations, ils n'ont pas les mêmes natures. Donc, là, on en est là, en fait. Au XXIe siècle, si on dépasse l'écran de fumée sur on est tous pour l'égalité, on est tous pour l'égalité femmes-hommes en particulier, et on va décliner sur les autres types de discrimination, parce qu'on est en plein marasme
où tout ce qui est, au contraire, qui devrait être une certitude si on est vraiment républicain et on est pour l'application de l'égalité, est en train d'être complètement remis en cause. Et aujourd'hui, le wokisme, c'est quoi? C'est dire que si on s'éveille aux inégalités et qu'on dit que le système il n'est pas égalitaire, que quand on est associé à un tel sexe, à telle religion, à telle couleur de peau, on n'a pas les mêmes chances et on n'est pas perçu de la même manière, là on est anti-républicain quand on dit ça? Non, on est républicain. On veut appliquer le principe d'égalité pour toutes et pour tous. Et de liberté, tant qu'à faire aussi. C'est lié. Donc, ce qui me semble essentiel, c'est bien sûr de comprendre la généalogie de ce terme, comment il y a une différence à faire d'ailleurs entre le terme quand il est utilisé au singulier. Le terme quand il est utilisé au singulier, c'est cette catégorie qui dit qu'il y a une construction binaire, hiérarchisée, construite, donc relationnelle, hiérarchisée et en lien avec les autres constructions. C'est-à-dire que vous n'allez pas être considéré, même si vous êtes une femme ou un homme, de la même manière si vous êtes aussi associé à telle religion, à telle couleur de peau, à telle origine sociale, voilà. Donc il faut le croiser avec le reste. Donc c'est une chose de le voir au singulier, et au pluriel, on sera plus sur les identités de genre au pluriel, donc je pense qu'il faut vraiment être vigilant aussi à la manière dont on l'utilise au singulier ou au pluriel, où là, ça sera plus la manière dont on va être associé à une orientation sexuelle, à la manière dont on se perçoit. Et l'égalité femmes-hommes qui est posée comme une évidence, comme un héritage, alors que ce n'est pas du tout notre héritage. Il faut assumer une rupture, on a beaucoup de mal à assumer une rupture, dire une critique frontale sur l'héritage républicain, c'est un héritage de l'exclusion et d'abord de l'exclusion, puis des discriminations. D'abord l'exclusion en particulier des femmes, elles n'étaient même pas discriminées. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit de choisir leur métier, elles n'avaient pas le droit de gérer leurs biens. Voilà, faut être, Et donc elles sont discriminées que depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Avant, elles étaient exclues. Ah. Donc j'écorche le mythe, hein, mais c'est quand même ça. On part de là. Donc si on veut vraiment porter l'égalité femmes-hommes, il faut assumer ça, voir tout ce que ça nous fait en effet scorie, en effet cécité, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour vraiment porter une société qui soit une société réellement égalitaire, où on ne voit pas les enfants comme des filles ou des petits garçons, mais comme des individus, et où on ne voit pas les adultes comme filles et garçons, comme des individus, qu'ils soient femmes, hommes, non-binaires, ça ne soit plus un sujet. Donc là-dessus, on voit bien que la cristallisation sur le terme de genre, moi je pense que cette cristallisation, elle dit cette difficulté à prendre cette réalité à bras-le-corps en termes de cohérence, de regard, mais aussi de mise en œuvre concrète. Donc là, c'est vrai c'est intéressant que ce soit une boîte à outils, parce que notre rapport au terme, il dit nos cécités, il dit notre difficulté, à la fois de voir la gravité de la situation, pour pouvoir, pas pour se dire « ah là, c'est horrible », non, pour pouvoir trouver les bonnes réponses pour assumer cette réalité-là. Donc aujourd'hui, les choses continuent malheureusement avec d'autres termes épouvantails, mais arriver à mettre à plat la généalogie, mais aussi les enjeux politiques et idéologiques qui sont derrière, dans les peurs qui sont associés à ces termes, c'est essentiel. Et je pense qu'un des points, et juste je finirai là-dessus, quand la question est égalité femmes-hommes, genre, je pense que le point c'est de dire quel est le principe auquel on adhère. Si c'est un principe d'égalité, quelles sont les conditions de possibilité? Dans le bouquin d'abord que j'ai écrit, c'est l'égalité sous condition. Donc presse de Sciences Po, et l'égalité sous condition, c'est dire en fait on est dans une égalité sous condition pour les non-frères. Pour celles et ceux qui n'ont pas été inclus dans cette égalité républicaine. Les femmes, mais aussi les personnes racisées, ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Voilà. Et donc, si on ne regarde pas ça, on ne peut pas voir comment faire pour que ce soit une égalité sans condition pour toutes et pour tous. Donc là-dessus, je pense que c'est très important de se dire à la fois politiquement quel est le principe, et ensuite concrètement, comment on fait en sorte que ce soit un principe qui n'ait pas d'angle mort. Et pour l'instant, c'est un principe qui a énormément d'angle mort. Et les débats autour du terme de genre, il est révélateur de ça, comme aujourd'hui on est sur le wokisme, sur... Voilà. Donc malheureusement, il y a toujours des nouveaux termes, et la peur de remettre en cause une spécificité française en lien avec le danger américain. Regardons-nous en face à nous déjà, regardons nos héritages, nos tabous,
et nos cohérences et nos divergences. C'est-à-dire, je pense qu'on n'est pas tous d'accord, en particulier les acteurs politiques. Certains veulent rester sur un modèle de complémentarité. D'autres, qui est tout à fait correspond à ce que porte le genre comme catégorie hiérarchisée. Et ceux qui veulent tendre vers vraiment un modèle d'égalité, bah oui, c'est désagréable, mais je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup Réjeanne pour cette mise en perspective sur la notion d'égalité, sur la question de genre. Dans l'ensemble de cette rencontre, on a une stratégie un petit peu en entonnoir, on essaie de partir du global et pour aller de l'historique, pour aller vers le plus concret. Dans ta contribution, dans ton article, tu fais notamment référence à l'école maternelle. L'école maternelle, je n'avais jamais remarqué que l'école était toujours associée à la mère, en fait. Parce qu'il y a eu un amendement qui a été retoqué, de Sandrine Mazotier, dans le cadre de la loi sur la rénovation de l'école, et de la même manière que vous avez parlé du musée des droits de l'homme, mais ça c'est nos cécités, quand on n'a pas mis les lentilles qu'on ne peut plus enlever, mais elle s'est fait gosser, c'est-à-dire il y a aussi une manière de ne pas reconnaître la légitimité de ces sujets, et comment ça, on est perclus de ça dans notre vie. Et l'école maternelle, ça veut dire que les enfants de 3 à 6 ans, ils doivent être associés, ils doivent être accompagnés avec ces qualités dites maternantes. Et donc, voilà, et elle voulait qu'on appelle cette école préélémentaire, par exemple. Donc, on ne prend pas au sérieux ce sujet, en fait. C'est aussi une manière de ne pas voir ce que ça a de politique et comment ça perdure avec nous, malgré nous. Ouais. Donc, oui, c'est vrai que cette école maternelle, et pour les bibliothèques, on a souvent pensé les bibliothèques comme un monde de femmes. J'ai lu beaucoup d'articles de sociologues, justement, qui disent, voilà, la bibliothèque, ce monde de femmes. Certes, c'est vrai, puisque maintenant, il y a 2/3 du personnel qui sont des femmes, mais ça n'était pas vraiment le cas. Et je vais poser donc la question à Anne-Marie sur la question de... En tant que bibliothécaire militante, syndicaliste, est-ce que vous pourriez nous rappeler les différents jalons de la féminisation de la profession de bibliothécaire ? Bon, ça m'intimide beaucoup de parler, surtout après quelqu'un comme Régine qui a l'habitude de... Réjeanne. Pardon. Je tire mon prénom. Oui, non, je m'excuse, mais je me trompe toujours. Vous n'êtes pas le seul. Oui, Réjeanne. Et bon, je vais essayer de... rappeler rapidement, en fait, jusqu'à la fin du 19e siècle, le métier de bibliothécaire était quelque chose d'assez rare et c'était vraiment un métier uniquement par des hommes, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'on sait que la scolarisation des filles, elle est intervenue très tardivement par rapport à celle des garçons. Et à l'époque, ces hommes, que ce soit dans les bibliothèques universitaires comme la Sorbonne ou bien dans les bibliothèques municipales qu'on appelle classées, qui s'étaient construites après les récupérations des biens là, pendant la Révolution française, c'était des intellectuels, ça y est, je ne trouve plus les mots, excusez-moi. Des hommes érudits, on parlait toujours d'un métier d'homme érudit, et souvent même on voit des textes où on disait le bibliothécaire est dans sa tour d'ivoire, il ne faut pas le déranger parce qu'il contribue à l'évolution de la science, etc. Bon, je ne vais pas développer, il y a même eu aussi des religieux qui ont occupé des métiers de bibliothécaire. Et puis quand même, heureusement, les choses ont évolué, comme un peu tous les métiers, tous les secteurs, avec la scolarisation des filles, et notamment l'accès de plus en plus important des filles comme étudiantes. Et donc, peu à peu, le métier s'est féminisé, mais en même temps, la vision du métier s'est beaucoup transformée. Et alors là, je ne résiste pas au plaisir de citer juste quelques extraits, parce qu'on trouve des choses dans les années 1910-1920, des textes, notamment par exemple quelque chose qui s'appelle « Place aux femmes, les carrières administratives et libérales », que vous pouvez trouver sur Gallica en entier, il est consultable, ça date de 1914, et alors il y a un chapitre pour chaque métier, il y a un chapitre pour le métier de bibliothécaire, qui nous explique
un travail d'intérieur qui consiste à classer les livres avec soin, à les préserver de la poussière, à mettre de l'ordre dans les rayons, à apporter du goût dans le choix des reliures, à servir les lecteurs avec empressement et complaisance. Il y a là un rôle qui convient beaucoup mieux à une femme qu'à un homme. Bon, on pourrait lire le chapitre entier, si vous avez le temps, c'est assez distrayant. Ou bien un autre, là, un texte écrit par le directeur de l'école des Chartes en 1927, l'école des Chartes, que vous connaissez, il disait « Les fonctions d'archiviste ou de bibliothécaire sont de celles qui, en les mêlant le moins à la vie extérieure, leur conviennent le mieux et même, dans une certaine mesure, sont conciliables avec le rôle de mère de famille et de ménagère. » Et donc ça rejoint tout ce que vous avez dit, toutes les trois, à ce sujet. Et donc, bon, je vais aller vite, ça s'est développé, puis c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que le métier s'est féminisé. Alors un peu, des tas d'autres métiers, de professions se sont féminisés, évidemment, avec de plus en plus de femmes qui accédaient à l'emploi, mais c'est vrai que dans les bibliothèques, ça s'est fait plus rapidement que dans d'autres secteurs, à tel point que, assez rapidement, il y a eu un rapport d'une conservatrice, je ne sais plus son prénom, Geneviève Boisard, en 1975, qui dénonçait ça. Alors, elle n'employait pas encore le terme plafond de verre, c'est venu beaucoup plus tard, mais ça revient à ça. Elle disait, plus on monte dans la hiérarchie, plus on constate que les hommes avancent plus vite. Et donc déjà en 1975, simplement sa conclusion, quand j'ai lu ce rapport, m'a semblé un peu bizarre. Alors là aussi, attendez, il faut que je reprenne qu'est-ce que j'ai fait du texte. Je ne vais pas trahir sa pensée. Elle disait, au risque de paraître paradoxal, je voudrais terminer par un souhait que les hommes retrouvent le chemin des bibliothèques pour que les femmes puissent y avoir toute leur chance. Et je dois dire que ça a fait tiquer pas mal de monde dans la profession. Bon, c'était en 1975, moi je venais juste d'y entrer, je n'ai pas eu connaissance, je crois, tout de suite, mais dans les années suivantes, et notamment quand j'ai écrit cet article-là dont je parlais en 81, j'avais eu entre les mains une pétition qui avait circulé à la Sorbonne. Alors je ne me souviens même plus comment j'ai eu cette pétition, je suppose par quelqu'un que je connaissais qui travaillait à la Sorbonne, qui dénonçait les critères pour les concours, notamment pour le concours de conservateur, c'était le seul terme, conservateur de bibliothèque, et qui constatait qu'il y avait une très forte différence entre le pourcentage femmes-hommes dans les inscrits et dans les admis, et puis brusquement, dans les admissibles, excusez-moi, et brusquement, quand on passait aux admis, alors là, le pourcentage d'hommes grimpait brusquement. Donc c'est parti de collègues de la Sorbonne qui ont dénoncé ça, ça a été repris assez largement. Du coup, je crois que les jurys ont dû faire un peu plus attention, puisqu'après ça s'est un peu calmé. Mais encore j'ai été amenée, là, pour l'article, Florence m'avait demandé à étudier un peu tous les rapports de l'IGB, l'Inspection Générale des Bibliothèques. Alors, bon, ça ne concerne que la fonction publique d'État. J'avoue que je n'ai pas réussi à avoir les résultats dans la fonction publique territoriale, c'est plus compliqué. Mais dans la fonction publique d'État, les rapports sont très clairs. On voit bien, surtout pour le concours notamment de conservateurs, la différence entre les pourcentages femmes-hommes dans les inscrits, dans les admissibles et dans les admis. Et il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2020, avec les problèmes du Covid et le concours, alors là ça n'a pas de rapport, c'est pas les bibliothèques, c'est le concours d'entrée à l'école normale supérieure, qui a été limité à l'écrit, à cause des problèmes de pandémie. Et comme par hasard,
là, et il y a eu des tas d'articles dans les journaux à l'époque, on a constaté que le pourcentage de femmes reçues au concours de l'école normale supérieure, aussi bien, surtout en lettres, à Paris qu'à Lyon, il grimpait par rapport au pourcentage habituel. Et donc beaucoup de journalistes ont dit mais on peut s'interroger sur les critères, quand il y a un oral, quels sont les critères des jurys. Et ça, alors moi j'avoue que je ne peux pas répondre à ça, en plus je n'ai jamais passé le concours de conservateur, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais je trouve que ça vaudrait le coup de demander à des lauréates ou des lauréats des prochains concours de conservateurs, conservatrices, d'étudier ça. Et je me souviens, en tant que syndicaliste, j'avais demandé, quand je connaissais quelqu'un, j'avais demandé par exemple une BAS qui était reçue au concours de bibliothécaire, je lui avais dit, essayez de nous dire comment ça se passe à l'école, ou bien pareil quand quelqu'un était reçu au concours de conservateur, mais bon, j'ai jamais eu non plus beaucoup de succès, ça n'a pas été très suivi. Mais je crois que ça vaudrait vraiment le coup pour les prochaines générations de demander d'étudier ça. Et alors un dernier point qui me semble important, c'est que ce métier n'évolue pas vite dans les usages, à moins que ça ait changé. Je suis en retraite, mais en tout cas j'avais étudié ça quand j'ai fait l'article pour cet ouvrage. Le terme de conservatrice, je pense pour vous toutes ici, semble naturel, il a encore du mal, j'ai l'impression, à passer. Et bon, mais là aussi, vous pouvez m'en dire plus. Enfin, bon, vous n'êtes pas en bibliothèque, mais les collègues qui sont en bibliothèque pourront en dire plus. Oui, je crois que vous avez raison, Anne-Marie, le terme de conservatrice a du mal à passer, même si ça évolue. Déjà, à l'ENSIB, on a le diplôme, le DCB, c'est le diplôme de conservateur bibliothèque, qui n'est pas encore conservateur-conservatrice. On n'a pas la forme féminisée de la profession. Je note, parce que ça je ne l'ai pas encore noté, que l'ensemble de l'ouvrage, pour certaines contributions, est rédigé en écriture inclusive. Donc c'est quelque chose qui, je sais, est signalé dans l'introduction de l'ouvrage. Donc on a choisi l'écriture inclusive, car l'orthographe, la grammaire disent quelque chose des rapports de pouvoir, et évidemment la langue n'y échappe pas. Merci beaucoup Anne-Marie. Juste, parce que je sors de l'ENSIB, donc j'ai une petite anecdote sur le terme conservatrice. Donc quand on est arrivé, on a eu notre carte professionnelle, c'était bien sûr indiqué conservateur de bibliothèque, mais dans la promotion, il y avait Fabienne Lehin qui est à la commission Légothèque de l'ABF, et donc elle est allée voir l'ENSIB pour leur dire que ça serait bien que les conservatrices aient le terme conservatrice et les conservateurs aient le terme conservateur. Donc ça sera le cas. La promotion qui arrive en janvier, leur carte professionnelle, conservatrice, conservateur. Voilà. Donc c'était un petit combat, mais pas de petit combat. Juste un dernier mot, c'est d'autant plus curieux que les textes officiels, je crois, disent bien conservatrice. Hein. Et un des premiers à soulever ça, c'est un rapport de l'IGB en 2017 ou 2018 qui avait fait spécialement sur les pourcentages. Et il disait qu'il avait interviewé plusieurs personnes et qu'aucune des femmes qu'il avait interviewées ne se présentait comme conservatrice. Ouais, alors la nouvelle génération, elle est vraiment très à cheval là-dessus, et voilà, c'est des choses maintenant qui sont rentrées, en tout cas les jeunes conservatrices se font appeler conservatrices de ma promotion. Donc, merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Ambre du Centre Hubertine Auclair, puisque nous en venons de plus en plus vers les projets et les questions liées à la formation. Dans l'article que vous avez rédigé pour le Centre Hubertine Auclair, vous dressez quelque chose de très intéressant sur un argumentaire destiné donc pour promouvoir les projets en lien avec le genre, la question du genre, et vous dressez un tableau des acteurs, des actrices
et pour faire en sorte que l'argumentaire soit adapté. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors je vais représenter, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Centre Hubertine Auclair. On est un centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes, créé il y a 13 ans à l'initiative de la région Île-de-France. Donc on a un statut associatif et on a la particularité dans notre gouvernance d'avoir une diversité d'acteurs et d'actrices, à la fois les associations féministes, une centaine aujourd'hui, des syndicats, plutôt de l'éducation nationale, et des collectivités territoriales franciliennes qui sont aujourd'hui au nombre d'une centaine, une explosion des demandes d'adhésion au lendemain des municipales, donc un signal plutôt positif. Et donc notre objectif, c'est vraiment de fédérer les acteurs et les actrices à la création du centre. C'était vraiment cette idée que les premières référentes égalité dans les collectivités ou dans les établissements scolaires étaient très isolées, donc il fallait absolument les mettre en réseau, les outiller, les former. Parce qu'effectivement, avec la parité, oui, il y a de plus en plus d'élus locaux, mais elles sont souvent aussi mises en échec par un défaut d'accès à la formation. Donc on est aussi là pour davantage les outiller, et notamment sur la question de l'argumentaire. Quelques travaux qu'on a menés assez innovants. On a beaucoup travaillé à la création du centre sur la déconstruction des stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires. Donc on a passé au crible plein de nouveaux manuels qui sortaient, les manuels de maths, d'histoire, de français, pour interpeller aussi les éditeurs et puis pour outiller les enseignants-enseignantes qui utilisaient ces manuels. Voilà. Comment travailler aussi la question à travers ces outils éducatifs. Et puis au centre, on a aussi l'Observatoire régional des violences faites aux femmes. Et on a œuvré aussi à faire connaître de nombreux travaux sur les cyberviolences, le cybersexisme. Et à chaque fois avec cet objectif de produire des études, d'être des passeuses aussi des recherches féministes, mais aussi après d'être opérationnelles auprès des associations de terrain et de leur fournir aussi de l'outillage, de travailler à comment aujourd'hui, quand on accompagne une victime de violences conjugales, on va aussi travailler cette question de l'emprise à travers les cyberviolences. Et donc on est aussi un organisme de formation pour les élus, pour les acteurs-actrices, et donc à travers nos formations, on forme souvent des référentes égalité, on va les outiller à travers de l'argumentaire, donc déjà sur le contenu de l'argumentaire, mais aussi on s'est rendu compte, évidemment, il faut être stratège, donc on avance petit à petit ses pions dans l'organisation, et puis on doit avoir une parfaite connaissance des acteurs-actrices qui nous entourent, des professionnels, de leur positionnement, et donc on a utilisé cette grille de lecture qu'on appelle les jeux d'acteurs-actrices, qui est utilisée en méthodologie de projet. On l'a du coup utilisé dans un contexte de développement d'action égalité, donc on a des personnes plutôt engagées en général sur la question, des personnes intéressées qui débutent, des personnes qu'on appelle minimalistes, des personnes résistantes et des personnes opposantes. La nuance, je vais partir du haut, pourquoi c'est important quand on commence sur le sujet d'identifier les personnes engagées, évidemment, c'est d'en faire des alliés, donc d'être entouré de ces alliés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aussi travailler son argumentaire auprès de ces personnes, et surtout faire attention à ce que les personnes engagées dans cette structure sur cette question ne se sentent pas à un moment donné découragées de voir que les choses n'avancent pas. Donc le rôle de la chef de projet, du chef de projet, c'est de continuer de nourrir et de mobiliser ces personnes, de les inciter à s'inscrire dans des réseaux, notamment le réseau que vous citiez tout à l'heure. Les personnes intéressées, l'objectif c'est de les faire monter en compétence sur le sujet, donc c'est des personnes qui vont être intéressées dans leur vie privée mais qui ne savent pas forcément comment elles peuvent monter en compétence aussi dans leur secteur professionnel sur l'égalité. Donc votre rôle c'est aussi de les outiller, de les aider à aller en formation. Et après sur la position minimaliste, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des personnes qui vont paraître comme étant vraiment pas intéressées, mais c'est plutôt qu'elles vont pas voir quel va être l'intérêt pour leur champ professionnel. Donc soit aussi se dire j'ai pas le temps, j'ai une charge de travail trop importante, je vois pas comment je peux inclure en plus la question de l'égalité, ou je vois pas le rapport entre mon métier de bibliothécaire et l'égalité, par exemple. Donc là, vous allez être plutôt sur un argumentaire qu'on appelle de performance de l'action publique, se dire en tout cas que
Pourquoi il faut parler d'égalité? Parce qu'on va devenir une meilleure professionnelle. Et vous allez voir très concrètement pourquoi ça vous est utile, donc plutôt les envoyer sur des types de formations, actions, avec voilà, des bonnes pratiques très concrètes aussi de ce qui peut être fait dans d'autres bibliothèques, par exemple. Et puis voilà, des personnes type minimalistes qui ne verraient pas comment ça peut s'inscrire dans leur charge de travail, ben voilà, avoir une fiche, une lettre de mission, par exemple, quand on forme un réseau de personnes sur la structure, ben voilà, qui est une lettre de mission très claire de combien de temps ça va demander en termes d'engagement. Parce que l'idée, c'est pas à nouveau que les personnes qui travaillent sur l'égalité ne comptent pas leurs heures. C'est aussi important que ce soit inscrit voilà, dans leur charge de travail, que ce soit aménagé. Et alors pour la question entre résistants-opposants, la nuance paraît un peu faible, mais en fait elle est importante, parce qu'on a tendance à se dire quand une personne va exprimer des doutes, être sceptique sur la question de l'égalité, on va tout de suite la ranger dans la question ok, c'est pas un allié, c'est un opposant, sauf qu'il y a aussi des résistances qui peuvent s'entendre. Ça a été souvent le cas quand on faisait des formations, notamment dans le milieu de l'animation, des animateurs qui nous disaient oui, j'ai l'impression en fait, que vous doutez de mes compétences professionnelles, que vous m'accusez d'être sexiste. Et du coup, là, tout le travail, ça va être de montrer en fait, personne n'est à l'abri des stéréotypes sexistes, on en a toutes et tous, nous-mêmes formatrices, on en a. Donc vraiment de faire ce travail de pédagogie, les amener aussi à des outils d'auto-observation, voilà, les rassurer aussi sur leurs compétences professionnelles. Et là, on peut voir évidemment des gens avancer, des gens qui paraissaient très opposants au départ, qui étaient finalement, voilà, où il fallait trouver en fait le moyen de les rencontrer. Et sur ce terrain-là, on préconise aussi d'éviter de parler on disait le privé politique, mais pour le coup, de rester sur le secteur professionnel, parce que si on déborde et qu'on commence à parler aussi de la question de comment le genre aussi comment en tout cas ça influence toutes nos sphères de vie. Le risque, c'est après de sortir du secteur professionnel, d'aller sur un terrain peut-être un peu plus qui va être du coup qui va donner lieu à des débats. Ah oui, mais moi dans ma famille je suis pas comme ça, j'éduque pas mes enfants comme ça. Donc on préconise de rester sur le secteur professionnel dans un premier temps. Et donc pour la dernière catégorie qu'on appelle les opposantes, là on est face à des personnes de mauvaise foi qui vont pas avancer des arguments qui vont avancer des arguments de mauvaise foi. Et un indice, ça peut être par exemple des personnes qui remettent en question des chiffres, des données, des études sur les inégalités femmes-hommes ou sur les violences. Si vous avez quelqu'un qui remet en question l'idée qu'il y a une surreprésentation de femmes victimes de violences conjugales, là vous avez affaire à des personnes qui ont en tête plutôt une idéologie du type antiféministe ou masculiniste. La réponse est plutôt d'être d'avancer peut-être les arguments les plus superficiels du type les arguments légalistes. Il faut y aller, c'est une obligation, c'est porté politiquement par la structure, vous devez y aller. Et puis surtout, en tant que chef de projet, de se protéger aussi, et puis de ne pas s'essouffler à vouloir convaincre ce type de personnes, de neutraliser aussi leur impact négatif sur un projet, donc de continuer de s'entourer des alliés. Ça paraît assez schématique ce que je dis, mais en tout cas ça parle beaucoup aux chargés de mission égalité qui sont très isolés dans les structures. Parfois les opposants sont au plus haut niveau, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas ça permet de ne pas s'épuiser pour rien. Et après, sur le contenu des argumentaires, sur la question est-ce qu'on avance masqué en tant que féministe, est-ce qu'on dit qu'on est féministe ou pas, le plus utile possible. On peut comprendre aussi, même pour des femmes élues, que se dire féministe, ça peut être coûteux aussi, on peut s'exposer du coup en face à pas mal de violences, de sexisme. Donc si c'est plus utile d'avancer autour de la notion d'égalité qui est plus consensuelle, en tout cas on n'a pas peur de le dire. Après,
On continue aussi de porter ce message que le féminisme c'est aussi une expertise, que c'est du militantisme et c'est une expertise en même temps. Et donc on peut pas être pour l'égalité contre le féminisme, et d'où notre petit livret de sensibilisation Je ne suis pas féministe mais qui donne pas mal d'argumentaires justement. Ah oui mais bon avec le féminisme on deviendra tous pareils, ou oui je suis pour l'égalité mais je suis pas féministe, etc. Et puis on en a tiré du coup un petit jeu qui s'appelle Sceptique Antisceptique, qui permet aussi dans les équipes comme ça projet de tester sous forme d'un jeu de rôle. Vous êtes face à une résistante sur la question, qu'est-ce que vous répondez? On se met à la place, c'est un jeu qui est très jubilatoire souvent pour les chargées de mission, quand elles se mettent à la place de ceux qui expriment des résistances. Elles ont tout un paquet en stock, mais voilà, de s'entraîner en tout cas, être de mise en situation d'argumenter. Merci beaucoup pour tous ces éléments sur le positionnement, le lobbying, d'avancer masqué finalement pour pouvoir avancer. Je passe maintenant la parole du coup à Elisabeth qui a mené un projet qui n'était pas du tout masqué, puisque ça s'appelait Bibliothèque universitaire d'Angers féministe. Et l'objectif, elle va nous en parler, était d'avoir une vision introspective du point de vue féministe sur l'organisation en tant que telle, menée par les bibliothécaires en tant que telle. Oui, alors, donc l'année dernière, j'étais en stage, j'étais à l'ENSIB, et donc du coup, on a un stage d'1 mois, j'étais promue conservatrice. Et donc, j'ai eu l'idée de partir à Angers, je connaissais un petit peu Nathalie Clot. Et donc, elle avait déjà pensé l'année d'avant ils font des visites actives, en fait, ça s'appelle des BUA Pro. En fait, ils ont toujours eu beaucoup de monde qui demandait à faire des visites de la bibliothèque. Et bon, Nathalie a plutôt l'idée de faire travailler les gens qui viennent plutôt que d'être très passif et de regarder ce qui se passe. Donc, plutôt une approche UX. Et donc, ils faisaient ça en présentiel, des sessions, 2 ou 3 sessions dans l'année. Et puis, donc avec le fait qu'il y ait le centre d'archives du féminisme à Angers, il y avait quand même une coloration féministe. Donc, elle s'était dit déjà l'année d'avant. Puis, à l'université d'Angers, ils travaillent aussi beaucoup sur le genre. Le mois de mars, c'est aussi un mois où il y a beaucoup d'événements sur le féminisme. Donc voilà, elle avait déjà eu l'idée en mars 2020, et puis bon, ça s'est pas fait, vous savez tout ce qui s'est passé en mars 2020, et puis donc voilà, moi je vois avec elle en décembre l'année dernière, et je lui dis bon bah voilà, je suis très intéressée, puis elle me dit bah tiens, pourquoi on réactiverait pas ce BUA Pro féministe? Alors moi, sur le coup, je me suis dit ouais, c'est une super idée, enfin voilà, je vais me lancer avec l'équipe sur ce sujet-là. L'idée en fait c'est faire venir des gens à la bibliothèque, et puis on s'est dit on va les faire observer. C'est aussi une idée de tester, faire des choses qu'on ne pourrait pas faire peut-être dans sa bibliothèque, puis là on va les tester grandeur nature, donc on a le droit de faire des choses puis on de se tromper. Alors, elle travaille aussi beaucoup, l'équipe travaille beaucoup sur des éléments statistiques, par exemple. Ils sortent à ce moment-là des données chiffrées. L'idée, c'est d'observer aussi, de faire des entretiens avec les publics, les équipes. J'étais super partante pour me lancer dans cette aventure. Et puis bien sûr, en mars 2021, c'était pas tellement mieux qu'en mars 2020, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire encore en présentiel. Donc c'était parti en distanciel. On a essayé de s'adapter. Donc c'était une nouvelle, donc vraiment une nouvelle formule du BUA Pro, donc à distance et engagée cette fois-ci, vraiment avec une connotation quand même engagée, féministe. Donc voilà, la neutralité, là, on s'est posé la question. C'est pareil, comment ça va être pris? Est-ce que les gens vont s'inscrire rapidement? Parce qu'il faut savoir que les BUA Pro, c'est quelque chose, je crois qu'elles remplissent très très rapidement leur quota d'inscrits. Donc voilà, donc on se lance dans cette histoire. Donc est-ce qu'on peut avoir une lecture féminisme du fonctionnement d'une bibliothèque? Donc on était parti dans notre descriptif avant les inscriptions. L'idée c'était de travailler sur 3 thématiques.
Le genre des données, est-ce que les données ont un genre quand on extrait les données de notre SIGB par exemple? Est-ce que ça a un intérêt de voir le genre? Est-ce que, après le côté plutôt public, est-ce que la BU c'est un lieu safe pour nos étudiants, nos étudiantes? Et puis le troisième thème, c'était vraiment, est-ce que travailler dans un environnement très féminisé, donc à 70%, est-ce que ça change quelque chose? Voilà, qu'est-ce qu'on peut y voir là-dedans? Voilà, donc on a lancé notre proposition, et puis alors là, ça a été un raz-de-marée, une inscription, enfin je sais pas, je crois que c'était bouclé en 1 heure. Alors en même temps, il n'y a pas trop de place, il y avait 12 places. Et on avait 2 hommes qui s'étaient inscrits, donc 10 femmes, 2 hommes. Et alors après, on s'est dit, bon, on va travailler en distance, mais il faut vraiment sécuriser le cadre. Parce que c'est-à-dire qu'on va interviewer des gens sur des choses un peu personnelles. Et on veut que les débats aussi soient vraiment, que tout le monde y trouve son compte, qu'on puisse avoir une parole assez libre. Donc on avait vraiment travaillé sur le cadre, sur l'écoute mutuelle, le respect des échanges, l'accueil des idées qui peuvent être différentes, la confidentialité évidemment, et puis de signaler s'il y avait des choses sur lesquelles on était mal à l'aise. Et puis on s'était dit qu'il y avait 2 thèmes sur lesquels on ne se sentait pas trop de le faire en mixte. C'était la question. Alors moi je m'occupais du côté personnel, donc là on s'était dit bah non, on n'a pas envie vraiment d'avoir des hommes, non, désolée. Donc on a envie de parler de 2 choses, et puis voilà. Donc on avait dit ça sera un non mixte, la partie sur le personnel, et la partie sur le lieu safe, on avait dit c'est pareil, c'est non mixte. Bon, cela dit, les deux hommes se sont désistés en fait avant même, je crois, au moment où on a dit, enfin voilà. Donc du coup, en fait, on était du 100% féminin, donc tous les groupes que des femmes. Donc voilà. Donc on est parti. Alors avant de faire c'était 2 séances de 4 heures. Moi, j'ai fait un gros travail parce qu'ils savent très bien faire travailler les stagiaires à la BU d'Angers. Donc j'ai fait un gros travail de récolte de données. Donc qu'est-ce que c'était? C'était des entretiens, donc j'ai fait des entretiens de personnel, d'étudiantes, de personnel de sécurité. Donc après j'ai transcrit tout en mettant bien, en anonymisant évidemment, puisqu'il y avait quand même des données très personnelles. J'ai fait aussi une consultation des personnels. Donc là, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait, quand on dit féminisme, ça fait tout de suite un peu engagé. Donc c'est vrai que là, comme c'était pour tout le personnel, j'avais dit que je faisais une consultation sur l'égalité femmes-hommes. C'était plus... J'avançais un peu masquée. Mais pour moi, ça m'avait semblé plus facile. Donc, je sais pas, il y a une 50aine d'agents à la bibliothèque d'Angers. Il y en a 33 qui ont répondu. Donc c'était des questions sur comment on vivait d'être femme dans un milieu très féminisé, toute la partie, est-ce que ça avait par exemple des incidences si on avait un cadre, N+1 femme ou homme, la question est-ce qu'on avait déjà subi des violences sexistes ou sexuelles au travail, enfin voilà, il y avait un certain nombre de questions qui se sont vraiment bien prêtées, donc comme ça on a pu après avoir ces données. On avait aussi dans le dossier des données RH et salariales. Donc là, c'était intéressant de voir les temps partiels, par exemple. Ça, c'est toujours très intéressant de voir qui c'est qui prend des temps partiels. D'ailleurs, allez vous balader dans la bibliothèque le mercredi après-midi, bibliothèque universitaire, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc voilà. Les rapports d'incidents aussi. Les incidents dans la bibliothèque, quand il y a des incidents qui se produisent, voir un petit peu si on peut les lire. En ayant un regard sur le genre, voilà, c'est assez marqué. Et puis après, j'avais fait des observations genrées dans la bibliothèque, voir comment... Alors il y a des choses, ça n'a pas un grand intérêt, mais d'autres qui étaient intéressantes, voir comment ils sont disposés, les circulations, voilà. Bon, on tente des trucs, après... Et puis, ah oui, j'avais fait un truc super intéressant, c'est l'observation des réunions. Alors, voir qui prend la parole, les petites remarques sexistes, et même pourtant à Angers, pourtant c'est quand même, c'est une directrice femme, et on entend quand même des trucs, et ça c'est super intéressant d'avoir ce rôle extérieur d'observatrice, et de pouvoir, et alors
du coup, à la fin de mon stage, j'ai pu leur faire un petit bilan. Je pense que pour eux aussi, c'était très intéressant, parce que des fois, on ne se rend pas trop compte de ce qu'on peut dire, ou des pauvres blagues. Là. donc voilà. Donc on s'est lancé donc, avec notre groupe de femmes, les 12 femmes. 12 femmes et 3 animatrices. Donc l'idée c'était vraiment d'échanger, donc elles avaient ces dossiers, elles avaient aussi des entretiens à faire, donc on avait demandé à des collègues de se porter, on m'a demandé qui voulait se porter volontaire pour échanger avec ses collègues. Donc elle faisait aussi, moi j'avais fait des transcriptions d'entretien, mais elle faisait aussi elle-même des entretiens sur les questions de féminisme. Il y avait aussi... oui, donc voilà. Donc l'idée, c'était d'être actif, mais aussi de pouvoir étudier les dossiers, et puis après de partager entre elles sur les pistes que ça dégageait. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de se stimuler, se donner confiance. C'est aussi se donner une légitimité pour parler de ces questions-là, parce que c'est vrai que c'était un petit peu inédit, hein, on n'avait jamais tenté un truc comme ça. Donc c'est vrai que de se dire, tiens, ouais, même au boulot, on peut parler de ces questions-là, c'est intéressant de lire ça avec ses lunettes ou ses lentilles. Voilà, donc pour moi, c'était même, prendre une part d'empowerment du bibliothécaire, de saisir de ces questions de genre. Alors, juste peut-être pour les résultats, en fait l'idée c'était pas trop d'avoir des résultats, mais on a quand même des trucs qui sont ressortis, hein. C'est que pour la question, alors les données en fait, le genre franchement ça n'avait pas un grand intérêt, hein. On a cherché mais bon, on n'a pas dit les femmes en prennent plus que les hommes, ça c'était pas vraiment intéressant. Mais par contre tout ce qui concernait la partie personnelle, service féminisé, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est vraiment l'exemplarité des cadres. Quand les cadres montrent l'exemple, ça aide vachement ceux qui sont en dessous. Enfin, vraiment, par exemple, c'était la question de l'allaitement. On avait parlé un petit peu d'allaitement, et quand c'est la directrice qui allaitait, là, il n'y a plus personne à faisait de réflexion. Alors, quand c'est d'autres collègues qui allaitaient, elles s'en sont pris plein la tronche. Enfin, voilà, des remarques sexistes, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que l'importance du cadre, de montrer, de faire, ça c'est vraiment bien. Alors, les équipes, elles sont un peu, quand j'avais lancé la consultation, elles étaient un peu, on voit, hein, mais ça rejoint vraiment les différentes catégories de, comment on se situe par rapport à ces questions-là. Donc, elles sont assez méfiantes, hein, sur ces questions-là, elles se trouvent... mais je pense que, quand on les aborde de façon assez pragmatique, assez simple, les choses se font. Puis, je pense qu'il faut se lancer, il faut oser, en fait. Voilà, donc, voilà. Et puis, pour l'espace safe... ce qui est vraiment ressorti, c'est que le public voyait vraiment la bibliothèque comme un espace où on peut venir comme on est. Enfin, vraiment, c'est ce qui ressortait des étudiants. Et ça, on a trouvé ça super intéressant. L'importance des toilettes, parce que ça, on a beaucoup questionné sur les toilettes. À la ville d'Angers, il y a par exemple des distributeurs de serviettes hygiéniques. Aussi la question des toilettes genrées. Ça, c'est des questions qu'on posait d'ailleurs au personnel aussi dans la consultation. Et ça c'est un truc qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est vraiment important. Et aussi la régulation des comportements déviants, je sais pas comment on peut dire, déplacés plutôt, quand il y avait, là c'est pareil, quand on accorde cette importance à réguler ces comportements déplacés, ça sécurise vraiment le public. Donc donc c'était les petites pistes qu'on avait dégagées de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Puisque je vois que le temps passe, je vais passer directement la parole à la salle. Si vous avez une question à poser à toutes nos intervenantes, c'est le micro. Bonjour, merci pour vos interventions, toutes hyper passionnantes, merci beaucoup, très stimulant. J'ai deux questions, une un peu pratique et une un peu plus peut-être abstraite. Par rapport à la dernière intervention d'Elisabeth, le milieu féminisé et l'exemplarité des cadres, en fait je me questionne sur est-ce
est-ce que la situation hiérarchique, elle n'est pas aussi à la source de cette immunité, on va dire, face aux remarques sexistes qui peuvent avoir lieu ailleurs? Et je pose juste ma deuxième, plus abstraite. Du coup, on a parlé de la différence entre égalité femmes-hommes et genre, mais je suis assez curieux d'avoir vos avis à toutes sur l'utilisation du terme féminisme, au-delà de son marquage et des défiances qu'il peut susciter dans l'interaction professionnelle. Est-ce que vous voyez, vous, une différence de nature en fait entre l'utilisation du genre comme concept et du féminisme? Alors, juste pour ta première question, je crois pas que toutes les femmes directrices sont féministes. Hein. Déjà, la preuve, je m'étais pris un bon truc il y a une quinzaine d'années, là. Donc déjà, et ouais, c'est une question qu'on avait posée aux collègues, ça, dans la consultation. Est-ce que ça change que vous ayez une N+1 femme ou un N+1 homme? Il y en a à peu près la moitié pour lesquels ça changeait strictement rien, et d'autres qui disaient que oui, pour eux c'était important, ils se sentaient plus à l'aise pour parler de certaines choses. Donc je suis pas, voilà, je sais pas. À mon avis, c'est plus dans voilà comment on gère tout ça. Mais ouais, je suis pas persuadée que bon. On n'est pas, ouais, je pense qu'on est plus sensibilisé quand on est une femme à ces questions, mais pas toutes. Et ouais, donc je crois pas qu'on est, ouais, ça fasse vraiment, peut-être, hein, effectivement, mais j'ai entendu aussi des fois on peut entendre des blagues sexistes par des femmes, enfin, ça peut arriver. Donc voilà, donc je pense que c'est une vigilance, ouais, de toutes et tous. Pour la deuxième question. La réponse à la deuxième question. Le micro. Oh, pardon. Donc sur la première question, très rapidement, vous posez la question des premiers concernés, c'est-à-dire que oui, les femmes, c'est les premières concernées, en sachant que la dimension de classe, elle n'est pas neutre, hein, de classe sociale aussi, qu'il faut toujours imbriquer toutes les sortes d'identifications qui peuvent faire source de discrimination. Et ça renvoie à cette différence entre genre et féminisme, c'est-à-dire le genre, c'est une grille de lecture qui met au jour cette construction sociale hiérarchisée, qu'on peut considérer comme injuste ou pas. Les féministes considèrent que c'est injustifié et injuste, parce que justement c'est la construction sociale qui n'est pas fondée sur des inégalités de nature. Voilà. Et c'est exactement le même modèle que pour le racisme. Donc on a naturalisé ces inégalités, que ce soit pour le sexisme ou pour le racisme. C'est d'ailleurs pas neutre que ce soit sur les mêmes constructions, les termes. Donc être féministe, c'est tout simplement être contre cette construction sociale hiérarchisée qu'on considère comme illégitime. Et ça, on peut le considérer légitime, qu'on soit ou non premier concerné. De la même manière, quand on peut être antiraciste sans être soi-même une personne racisée. Donc, bien sûr que quand on souffre soi-même de racisme ou de sexisme, on est censé être plus sensible à ça. Mais certains vont rentrer dans ce système parce qu'ils en retirent ou les en retirent un certain nombre peut-être de bénéfices en tant que token quand on est racisé ou en tant que femme, parce qu'au moins on a une place déterminée, voilà, si on correspond à ce qu'on attend de nous. Donc c'est assez complexe. Hein. Sur le terme de féminisme, vous devez le savoir, c'est un terme qui au départ renvoyait à une pathologie médicale. Donc ça signifiait les intersexes, hein, enfin ça désignait les intersexes, donc des corps féminisés, des corps d'hommes féminisés. Et c'est Alexandre Dumas fils qui l'utilise comme une insulte pour le comte d'Ideville. Le comte d'Ideville qui était un diplomate aussi et qui avait écrit un texte où il expliquait qu'on ne pouvait pas déduire d'une place différenciée des femmes et des hommes dans la société le fait qu'ils étaient inégaux, puisqu'ils n'étaient pas éduqués de la même manière et qu'ils n'avaient pas les mêmes droits. Et Alexandre Dumas fils qualifie le comte d'Ideville de féministe, c'est-à-dire un homme qui était un traître à sa propre cause et qui n'était pas un vrai homme. Hein. Donc ça devient une pathologie sociale et politique. Et je trouve que c'est intéressant de connaître cette histoire-là, ce qui nous permet de comprendre pourquoi on est mal à l'aise avec ce terme, enfin pourquoi on peut être mal à l'aise. Parce qu'on comprend bien que c'est perçu comme une pathologie, comme toujours de l'excès, voilà. Pour moi, très clairement, être féministe, de la même manière qu'être antiraciste, c'est juste être cohérent
si on est pour le principe d'égalité. Et c'est dire que cette cohérence-là, elle doit aller avec une critique d'une application qui est une application injuste. Mais c'est vrai que connaître cette histoire, ça permet de mieux comprendre un peu peut-être nos malaises. Et donc, un homme peut être féministe, alors il peut être allié du féminisme, il n'est pas premier concerné, même s'il participe ou pas de ce système-là, avec lui ou malgré lui, il a des privilèges malgré lui, de la même manière que les personnes non racisées ont des privilèges malgré eux. Enfin, moi là, je parle de termes qui sont très polémiques, privilèges, là j'y vais à fond, mais la réalité c'est ça, notre réalité c'est ça. Ce qui est choquant, c'est la réalité des inégalités, c'est pas les termes qu'on utilise pour les dénoncer, pour essayer de trouver les moyens pour les remettre en cause. Donc voilà, donc féministe, pour moi, il est aussi nécessaire d'être féministe que d'être antiraciste dans une société qui est inégalitaire. Bonjour, voilà, là aujourd'hui je voudrais intervenir juste en tant qu'utilisatrice d'une bibliothèque, de la bibliothèque Buffon, que je fréquente assez assidûment. Alors moi je suis féministe, je n'ai plus d'activité professionnelle, mais dans ma vie de tous les jours, maintenant j'avance non masquée en tant que féministe. C'est pas toujours facile. Alors j'ai préparé plusieurs exemples en rapport avec la bibliothèque Buffon. Voilà. Il y a quelques temps, bon, c'était avant le Covid, je suis au 3e étage, je tourne un peu dans les rayons et je vois une table qui est présentée de la poésie. Une table que les bibliothécaires doivent connaître régulièrement, il y a une thématique. Donc la bibliothèque est couverte de bouquins suivant le thème en question. Ce jour-là, c'était la poésie. Bon, je regarde, parce que moi j'ai un éclairage féministe, je compte combien d'hommes, combien de femmes, sur quel sujet, etc. Aucune femme. Plein de poètes, pas de poétesse. Je vais voir la bibliothécaire à l'accueil, je lui dis, il n'y a pas de femme dans la poésie. Elle me dit, je ne suis pas au courant, c'est pas moi. Je me dis peut-être que... C'est le système patriarcal. Non, mais je me dis peut-être que, effectivement, aucune femme n'a été choisie, ou peut-être que toutes les femmes, enfin les autrices, femmes, poétesses ont été empruntées. Ah bah oui, absolument, je me suis dit. Bon, quand même, je ne voulais pas laisser les choses en l'état, et je suis allée dans un rayon. J'ai pris un bouquin d'une femme poétesse, je l'ai posé. J'ai dit au moins il y en aura une parmi les femmes. Bon, ça c'est une première remarque. Il y a la bibliothèque Buffon. J'en fréquente d'autres des bibliothèques, mais bon, passons. Autre chose que les bibliothécaires doivent connaître, je lis en vue. Vous connaissez? Oui. Voilà. Alors en vue, je lis vraiment. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu connaissance de l'essence d'aujourd'hui. En vue, en première, peut-être pas première page, mais en deuxième ou troisième page, il y a toujours une interview d'une personne, une personnalité en rapport avec les thématiques du jour dans les bibliothèques. Et au fil des années, parce que je lis vraiment, je me suis aperçue que ces personnes interrogeaient sur ce qu'ils lisent, ce qu'ils offrent comme livres, sur les livres qui leur tombent des mains, sur les films qu'ils vont voir, etc., donnent des noms. Et je me suis amusée, grâce à un site web, à répertorier les 2 années précédentes. Donc j'ai lu toutes les interviews, j'ai relu toutes les interviews. Il y en a 13 éditions de ce en vue. Et j'ai remarqué que ces personnes interviewées, hommes et femmes, diverses, des dessinatrices, musiciennes, comédiennes, écrivaines, et même un parfumeur, citent en majorité des hommes. C'est-à-dire des gens ne connaissent pas les autrices du tout. Il y en a, c'est 0 femmes, 10 hommes ou 15 hommes, 0 femmes. Certaines, y compris les femmes, connaissent deux femmes, auteurs, enfin autrices. Il y en a 2,5. 2,5, c'est quand il y a un auteur et une autrice pour le même ouvrage. Voilà, alors ce sont des interrogations. Moi, j'en ai plein comme ça que j'ai préparé, je peux vous les présenter. Voilà. Juste des remarques.
en tant que lectrice lambda de la bibliothèque Buffon. Moi, je voulais juste, effectivement, je trouve que compter, c'est toujours, c'est un argument très factuel et ça permet quand même d'avoir des, et c'est important en fait d'avoir ce réflexe de se dire tiens, et combien il y en a là, combien, et effectivement, je trouve que c'est assez simple à transmettre et c'est assez percutant. Hein. Donc, je fais toujours ça, même dans un jury. Oui. Merci. C'est même moi, j'ai besoin de compter. Faut compter. C'est là où le centre Bertine Leclerc, son travail, le travail que vous avez fait sur les manuels scolaires est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que ceux qui nous socialisent, aussi bien à la littérature qu'à l'histoire, en réalité, il y a un angle mort sur le rôle qu'ont joué les femmes dans l'histoire française ou l'histoire internationale, mais de la même manière que les populations minorisées, de manière plus large, les ouvriers, les personnes racisées. Enfin là, on a, avec Patrick Boucheron et d'autres, tout un mouvement pour réhabiliter les invisibles, les invisibilisés de notre histoire et de notre pensée, de notre littérature, de notre philosophie. Donc là, il y a tout un mouvement quand même qui est... Alors c'est bien de compter pour montrer que voilà, et que ce soit les poétesses, les autrices, les femmes politiques, donc ça c'est important, mais c'est pas que, malheureusement, c'est pas qu'à la bibliothèque Buffon. C'est-à-dire que la bibliothèque Buffon, elle est au bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'elle exprime, comme tout le reste, ceux qui nous constituent, ceux qui nous... Voilà, et comment ça se reproduit, comment on essaye quand même de porter autre chose, la preuve, et comment on doit tous et toutes y participer, mais on voit bien que ça prouve que c'est un problème de système, en fait. Alors que ce système, il s'exprime très concrètement, dans la manière dont on a été élevé, dont nos imaginaires sont construits, dans notre réalité est construite. Donc vous avez raison, il faut objectiver, et sur les manuels scolaires, c'était hyper révélateur, et non seulement compter, mais voir le peu de femmes qu'on reconnaît. Souvent, c'est quand même aussi, ça va être dans un registre qui va reproduire la logique de complémentarité. Ça va être Jeanne d'Arc et Madame la Pompadour. Enfin, voilà. Donc, là, on est en train d'évoluer là-dessus, mais c'est le début. Et donc, il y a encore du chemin et il faut qu'on y participe parce que même nous, on a été élevés de cette manière-là. Enfin, et on continue à élever les enfants quand on regarde la littérature de jeunesse, beaucoup dans cette logique-là. Anne-Marie, allez-y. C'est pas pour répondre à vos remarques, c'est simplement, ça me fait penser, je voudrais quand même insister sur cette bibliothèque très particulière qui fait partie des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris, qui est la bibliothèque Marguerite Durand, je pense que vous la connaissez, et qui a été créée en 1931. Et juste pour dire, c'est une bibliothèque très importante, mais il a fallu vraiment en 2017 se mobiliser parce qu'elle était vraiment mise en danger. Et la mairie de Paris avait décidé de récupérer, elle occupe le 3e étage au-dessus de la bibliothèque Jean, je ne sais plus quoi, Melville, Jean-Pierre Melville, je me souviens jamais du prénom, et il voulait envoyer la bibliothèque Marguerite Durand, il lui avait réservé 2 tables, je crois, ou même une seule, à la BHVP, la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et donc là, toute l'association Archives du féminisme s'est beaucoup mobilisée. On a fait un rassemblement, je me souviens, en novembre ou décembre 2017. Il y avait beaucoup de monde en bas, justement, pour défendre cette bibliothèque. Et du coup, la mairie a reculé, heureusement. Sauf que actuellement, elle manque beaucoup de place. Et donc, elle ne peut plus accueillir, si quelqu'un décide de donner des... je ne sais pas quoi, 25 mètres, on parle en mètres linéaires d'archives, c'est-à-dire des rayonnages, elle n'a pas la place. Donc je pense qu'on sera amené aussi dans les mois ou les années à venir à de nouveau se mobiliser pour défendre cette bibliothèque. Et là-dessus, je vous invite à consulter le site de l'association Archives du féminisme. Vous tapez Archives du féminisme, vous verrez. Et il y a tout l'histoire de cette bibliothèque, et il y a tous les bulletins, sauf le tout dernier, mais ils sont en ligne, vous pourrez trouver toutes les informations à ce sujet, notamment aussi sur le centre des archives du féminisme qui est à la BU d'Angers. Et voilà. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question de la part du public ? Un regard féministe
Bonjour et merci beaucoup pour toutes vos interventions. J'avais déjà quelques petites remarques. Donc, oui, pour les concours, moi, j'ai encore entendu récemment des jurys femmes dire expressément et sans aucune honte qu'elles favorisaient clairement les hommes à l'oral, puisque il fallait quand même un peu de mixité dans cette profession. Voilà, évidemment. Donc ça fait mal quand on prépare les concours comme moi et d'autres dans cette salle. Salut. Ensuite, je voulais vous demander à quel point vous... Enfin, c'est une question plus qui s'adresse aux bibliothécaires, à quel point vous rencontrez des résistances, puisque là on en parle comme si c'était très facile, sauf qu'en fait, pas vraiment. Et donc, à quel point c'est un combat? Est-ce que vous avez remarqué des évolutions, une évolution? Enfin, je sais pas. Parce que, voilà, parfois, en fait, ça paraît, je sais pas, en ce moment, je travaille à la bibliothèque jeunesse d'Hydro, on est une équipe 100% féminine, là-dessus, il n'y a pas de résistance, tout va très bien, et en fait, ailleurs, si. Donc, voilà. Moi, j'ai un souvenir quand j'ai passé le concours que j'ai passé, moi je ne pouvais pas être promu, je me souviens qu'on remplissait un RAEP et dedans on mettait les quotités de travail. Et du coup, je me suis retrouvée encore à mettre 50%, 60, 70 en fonction de mes enfants. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que ça m'avait un petit peu énervée parce que je me disais, encore, voilà, je vais passer un oral et encore, on voit tout mon pédigré. Bon, on ne dit pas qu'on a eu des enfants, mais bon, forcément, tu vois tous les... Et donc, c'est vrai que quand j'avais passé l'oral, j'étais tombée, je crois que sur 2 femmes et un homme. Et pour le coup, et je crois que j'ai été très vraie sur ces questions-là. Et ça a dû être... Enfin, voilà, c'était un moment qui s'est très bien passé. Voilà, je devais avoir des alliés en face de moi et j'ai pu... Et alors après, c'était l'autre question, c'était sur... Ah oui, est-ce que quand on est femme, est-ce que... Oui, alors... Oui. Moi, j'ai... Oui, si. Parce que là, on en parle, on est tous acquis à la cause. Mais en fait, on a parlé d'avancées masquées. Comment vous le gérez? Quelles sont vos expériences personnelles et sensibles en bibliothèque quand vous essayez de faire avancer ces sujets? Alors, moi, je suis référente égalité, là, tout récemment. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels je vais encore travailler et je ne suis pas encore trop bien comment je vais m'y prendre, mais voilà, alors je suis très formée, puisqu'il faut qu'on soit formé, donc là c'est super. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me demande comment je vais aborder ces questions-là, parce que je sais que j'ai quand même des collègues qui ne sont pas complètement sensibles à la cause, donc voilà, c'est des questions, je n'ai pas les réponses. Mais par contre, moi je trouve que j'ai remarqué que les collègues ne sont pas de la même façon avec... moi, je suis responsable femme, et quand je vois un directeur homme, je trouve qu'il n'y a pas le même comportement. Ça, c'est des choses qui me... comme tout à l'heure pour la stagiaire, l'assistante, et voilà. Et ça, je sais pas comment je vais... Parce que j'ai pas envie de me transformer en autoritaire, enfin, c'est pas mon truc, Mais je sais pas, c'est des choses sur lesquelles je travaille, j'observe, comme la dame, j'observe, je mets mes lunettes et mes lentilles, je les ai, elles sont posées. Mais effectivement, comment on les aborde. Et puis il y a toujours aussi la peur après qu'on nous dise, ah ouais, mais ça c'est parce que tu vois les trucs là comme ça, les hystériques, là, les féministes hystériques, machin, ils voient toujours les histoires de genre. Donc je sais pas, moi j'ai pas encore, mais c'est vrai que j'observe des différences dans les comportements. Mais je ne sais pas encore comment réagir. Juste 2 mots qui datent un peu, parce que ça, j'ai longtemps siégé comme commissaire paritaire. Ça existe dans la fonction publique, après dans le privé, non, mais commissaire paritaire. Et c'est vrai qu'on pouvait constater, alors soit on le savait parce que les collègues, quand ils demandaient leur mutation, nous contactaient en disant « Ah oui, j'ai été me présenter dans telle bibliothèque » et le directeur, des fois, carrément disait « Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants ?» Ce que vous disiez au début. Et, ou alors on s'apercevait en tant que commissaire paritaire, c'est-à-dire la parité,
représente le personnel, et en face c'est l'administration. Que les directeurs ou directrices, hein, parce que c'est pas parce que c'est des femmes qu'elles sont parfaites, et téléphoner discrètement à l'administration en disant c'est telle personne que j'ai choisie, ou je veux pas telle personne parce que etc. Oui, ça serait bien d'avoir un homme pour renforcer la masculinité de la profession, etc. J'ai pas assez d'hommes dans mon établissement. Enfin, il y a des tas d'exemples comme ça. Et alors, nous, en tant que commissaire paritaire, on essayait de se battre là-dessus. Et alors maintenant, le problème, c'est que tout ça n'existe plus. Il n'y a plus de commission paritaire. Enfin, elles existent toujours, les CAP ou CAPN, elles existent toujours, mais elles ne se réunissent plus ni pour les promotions, ni pour les mutations. C'est l'administration qui gère ça tout seul. Donc, voilà, les CAP, je crois, sont amenés à se réunir uniquement s'il y a des collègues qui font des recours sur leur rapport d'activité, leur notation, etc. Et donc, depuis 2 ans, je crois, ou 1 an, c'est ça, oui, il n'y a plus... C'est l'administration qui fait ça toute seule. Je ne pense pas que ça soit vraiment un progrès. Même si notre pouvoir, en tant que commissaire paritaire, était très limité. Hein. On essayait de défendre au maximum les collègues quand ils nous envoyaient leurs dossiers, quand on était au courant. Mais, par exemple, notamment défendre les collègues qui étaient à temps partiel et qui souhaitaient avoir tel poste. Bon, on faisait tout, on ne gagnait pas toujours, mais au moins on était là pour un peu surveiller, mettre nos doigts sur ce qui posait problème. Mais maintenant... Si c'est bon pour vous, on peut... Vous avez encore une dernière question? Je ne sais pas si nous avons le droit, de la part de nos organisatrices, de prendre une dernière question, une dernière remarque. Je pense qu'on a vraiment dépassé le temps. Non, mais c'est juste une remarque. J'aurais voulu m'adresser plutôt à des bibliothécaires. De Bibliothèque Ville de Paris. Voilà, est-ce qu'elles ont des remarques par rapport aux jeunes adultes, quand on consulte la liste des textes à étudier pour le bac français, qui il y a quelques années était 100% masculin, et ces dernières années, 2021, je crois qu'il y avait 12 auteurs pour 10 auteurs pour 2 autrices, bac français général et technologique, et en 2022, je crois qu'il est prévu 3 autrices pour 9 ou 10 auteurs. Est-ce que vous avez des remarques à faire pour la salle ou pour vos lecteurs et lectrices? Je pense que c'est la question de l'éducation nationale. En effet, là-dessus, les bibliothécaires n'ont pas vraiment la capacité d'agir là-dessus. Sur les présentations de table, oui. Cyberty, sans trop... Concernant... Justement, il y a une association qui s'appelle Le Deuxième Texte, qui réunit pas mal d'enseignantes de français et qui œuvrent aussi à faire connaître des autrices et du coup à faire du lobbying aussi auprès de l'éducation nationale. Donc peut-être déjà développer des actions des bibliothèques en lien avec cette association. Donc, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci aux intervenantes. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci aux organisatrices de la ville de Paris, de la Bibliothèque Buffon, et à très bientôt.